les Nordiques sont très conscients de la menace que représente la Russie, directement, indirectement, et manifestent d'ailleurs un certain agacement à l'égard du reste de l'Europe. Chers amis du Dessous des cartes, voici une leçon de géopolitique, un entretien carte sur table en lien avec l'actualité internationale après les survols de drones vraisemblablement russes qui ont survolé les pays scandinaves, Norvège, Danemark. On a eu envie précisément d'aller zoomer sur ce nord européen hâtivement perçu comme un ensemble de pays pacifistes vivant à l'écart des guerres et des menaces. On veut aller zoomer sur des pays qui savent en réalité depuis 2014 et l'annexion de la Crimée qu'ils ont de l'autre côté de la mer Baltique une menace, celle de la Russie de Vladimir Poutine. On en parle avec vous, Anne-Françoise Hiver, bienvenue. Merci. Vous êtes journaliste, correspondante du Monde, précisément dans les pays nordiques. Vous couvrez toute la Scandinavie, mais aussi la Finlande, qui est un pays à part, on le verra, non scandinave bien sûr, mais avec plus de 1000 km de frontières terrestres avec la Russie. Si vous le voulez bien, on va commencer par le Danemark, un pays qui a pris la présidence tournante de l'Union européenne depuis juillet dernier, qui vient d'accueillir un sommet européen la semaine dernière et qui a connu un pic de tension avec le survol d'une base militaire stratégique danoise par de mystérieux engins volants. Racontez-nous comment tout cela a été vécu sur place. Oui, donc cela a commencé le 22 septembre dans la soirée avec le survol de l'aéroport de Copenhague par 2 à 3 grands drones selon la police danoise. Donc l'aéroport a dû être fermé pendant 4 heures. Cela s'est reproduit 2 soirs plus tard, donc cette fois-ci à l'ouest du Danemark, sur plusieurs aéroports, plusieurs bases militaires en effet. Et puis encore la soirée suivante, la police n'a pas réussi à intercepter les drones, n'a pas non plus choisi de les abattre pour des raisons de sécurité. Donc on ne sait toujours pas qui sont les responsables de ces incidents, mais la première ministre danoise Mette Frederiksen a dit que ça ne faisait aucun doute que c'était la Russie qui était derrière, ce qu'elle qualifie d'ailleurs d'attaque hybride la plus sévère contre des infrastructures critiques au Danemark. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui s'est produit une semaine avant 2 grands sommets européens à Copenhague, sachant en plus que le Danemark est un des plus grands pays donneurs d'aide militaire à l'Ukraine et que c'était un des sujets qui était à l'agenda de ces sommets européens. Les Danois, précisément, comment est-ce qu'ils vivent cette menace Poutine et au fond, depuis quand? Et vous allez nous dire que ça fait en fait assez longtemps. Et avec quelles conséquences très concrètes sur leurs existences et sur le débat public au Danemark? Les Danois, comme leurs voisins nordiques, sont habitués, en tout cas sont conscients de ce genre d'attaques potentielles. On a vu un très grand nombre d'incidents après l'invasion de la Crimée par la Russie, donc en 2014, avec une recrudescence, par exemple, des violations de l'espace maritime et aérien de la Finlande, de la Suède, des campagnes de désinformation, de déstabilisation, le brouillage des GPS. Rien n'est nouveau. Tout cela s'est d'ailleurs accru après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, donc en 2022. Au Danemark, cela a eu une conséquence directe immédiate, puisque en juin 2022, les Danois ont voté par référendum pour supprimer l'exception qu'ils avaient négociée au traité de Maastricht sur leur participation à la défense européenne. Ils ont voté en faveur de la suppression de cette exception qui était absolument inimaginable avant le début de la guerre en Ukraine. Alors à présent, si vous voulez bien, allons chez le voisin norvégien. La Norvège qui, elle, n'est pas membre de l'Union européenne, et vous allez nous rappeler pourquoi, et vous allez nous dire aussi si les lignes bougent aujourd'hui sur ce sujet, mais la Norvège, membre de l'OTAN, et qui voisine avec la Russie, notamment parce qu'il y a la mer de Barents. La Norvège est un pays extrêmement riche grâce à l'exploitation du gaz et du pétrole et elle n'a pas envie de partager ses ressources avec l'Union européenne, ce qui n'empêche qu'elle est extrêmement alignée, enfin complètement même alignée sur la position européenne à l'égard de la Russie. Elle a adopté les mêmes sanctions que Bruxelles contre la Russie. Elle partage la même position que l'Union européenne à l'égard du soutien à l'Ukraine aussi. Ceci dit, la Norvège avait une position un peu particulière, parce qu'elle prônait le pragmatisme en fait dans ses relations à la Russie, y compris après l'invasion de la Crimée, en disant que oui, justement, il y a cette frontière, 196 kilomètres avec la Russie, il y a aussi la mer de Barents, et il faut gérer ces frontières, donc il faut maintenir le lien, le dialogue. Tout cela a également changé en février 2022 avec la fin de la coopération. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de ce nouvel engagement otanien de la Norvège avec, je crois, également une nouvelle base aérienne à Bodø? La Norvège
comme le Danemark d'ailleurs, font partie des 12 pays fondateurs de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1949. Donc la relation avec l'OTAN a toujours été forte. Mais effectivement, depuis 2022, on voit un renforcement de la présence de l'OTAN en Norvège, essentiellement d'ailleurs dans le cadre d'exercices militaires, puisque la Norvège fait un excellent terrain d'entraînement pour les conditions nordiques. Donc énormément de pays envoient, des pays membres de l'OTAN envoient des soldats. 300 marines américains ont été déployés pour une mission de 6 mois en Norvège en décembre 2024. C'était la première fois que cela se produisait depuis la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, il y a donc cette base de Bodø qui va accueillir bientôt le centre de commandement et de contrôle des espaces aériens de l'OTAN. Donc c'était une base déjà importante pour la Norvège puisqu'elle abrite le centre de planification et de conduite des opérations des armées norvégiennes. Et donc elle a été choisie pour son emplacement dans l'Arctique. Parce qu'il y a aussi toutes les nouvelles ambitions russes en Arctique notamment. On va maintenant avec vous partir en Suède, un pays où vous êtes, je crois, installé depuis 23 ans. La Suède, contrairement aux idées reçues, là encore, n'est plus depuis maintenant très longtemps cette paisible démocratie scandinave qu'on décrivait comme à l'écart des conflits, notamment parce qu'il y a eu depuis au moins 10 ans, c'est-à-dire depuis l'annexion de la Crimée, des tensions en mer Baltique avec la Russie. Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous parler de tout ce qui se joue autour d'une île suédoise qui s'appelle Gotland? C'est la plus grande île de Suède. Elle se situe à une centaine de kilomètres des côtes suédoises, au sud-est du pays, en face des États baltes, donc en mer Baltique. Elle fait en superficie à peu près un tiers de la superficie de la Corse. Il y a 60 000 habitants. Et donc, c'est une île qui, de l'avis des experts militaires, est extrêmement importante d'un point de vue stratégique parce que celui qui contrôle l'île de Gotland contrôle la mer Baltique. Donc, l'idée, c'est que si un jour la Russie voulait envahir les États baltes, eh ben, elle commencerait par occuper l'île de Gotland. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a été une île qui a eu une très forte présence militaire pendant la guerre froide. Sauf que à l'implosion de l'Union soviétique, eh ben, la Suède a cru, comme de nombreux pays, à la fin de l'histoire, la paix éternelle. Et donc, on a démilitarisé, on a démilitarisé Gotland, on a supprimé le service militaire, on a réduit la taille de l'armée pour en faire une force qui pouvait être mobilisée à l'étranger sur des terrains étrangers, donc il n'y a plus de défense nationale. Ça n'a pas duré très longtemps puisque, encore une fois, l'invasion de la Crimée, ça a vraiment été créé un effet de choc ici dans toute la région et donc en Suède. Et donc, il a été décidé de remilitariser l'île de Gotland, ce qui a pris un peu de temps. Mais depuis 2018, donc, il y a un régiment, le P-18, qui est un régiment, une unité de blindés, qui est stationné à Gotland. Et il y a aussi, on a aussi déployé un système de défense antiaérien sur l'île de Gotland. Et puis bien sûr, dans cet espace maritime baltique, il y a la guerre hybride russe, avec notamment toute la problématique des câbles sous-marins. Comment est-ce que les Suédois aujourd'hui, ils ont intégré cette menace? Est-ce qu'ils vivent avec? Et peut-être, là encore, même question que tout à l'heure, en quoi cette menace, elle a vraiment changé la vie des Suédois, les débats politiques, notamment autour maintenant de la question du service militaire? Ils vivent avec cette menace, ils en sont conscients, mais c'est ce que je disais juste avant, il a fallu du temps. 2022, donc il y a vraiment eu un tournant. La Suède a déposé sa candidature à l'OTAN, ce qui était absolument inimaginable quelques mois avant. Donc pour les Suédois, cette prise de conscience, elle s'est fait progressivement parce que on voyait des tensions dans la mer Baltique. Après, il y a eu les câbles, des violations de l'espace aérien, militaire, etc. Il y a eu aussi une mobilisation de la part des autorités pour rebâtir quelque chose qu'on appelait la défense totale, qui a été mis au point pendant la guerre froide. Donc, il y a un modèle avec une défense militaire, l'armée qui était très puissante, et une défense civile. Donc, l'objectif, c'était la résilience de la population suédoise en cas de guerre. Évidemment, ça aussi, on l'avait abandonné dans les années 2000. Donc, c'est revenu sur l'agenda avec une mobilisation des Suédois. Par exemple, on leur a envoyé en 2018 un petit livret qui explique qu'est-ce qu'il faut avoir comme réserve alimentaire à la maison, comme eau, comme moyen de communication pour tenir au moins une semaine sans l'aide de l'État. À l'époque, on disait c'était pour se préparer à la crise. Maintenant, on dit clairement que c'est pour préparer à la guerre. Le même livret a été renvoyé aux Suédois cette année. Donc, il y a vraiment une conscience qu'on est passé dans une autre réalité quelque part. Est-ce qu'il y a un consensus politique d'ailleurs autour de cette notion de menace russe? Est-ce que sur ce point-là, au moins, tous les partis politiques prônent le même renforcement de la défense, la même préparation à la guerre?
Oui, ça c'est quelque chose qui distingue alors la Suède et les pays nordiques, je pense, de d'autres pays européens, puisque on a notamment une extrême droite qui est forte, hein. En Suède, c'est un allié de la coalition gouvernementale actuellement, de la coalition libérale conservatrice, qui est alignée sur les autres partis en termes de dépenses pour le budget de la défense qui atteignent des niveaux historiques, en termes de soutien à l'Ukraine aussi, parce que c'est très très présent ici dans les pays nordiques que les Ukrainiens sont en train de se battre pour nous. On va terminer avec une dernière escale, cette fois-ci en Finlande, pays qu'on met à part dans notre liste du jour, puisque rappelons-le, ce n'est pas un pays scandinave, qui partage plus de 1 000 kilomètres de frontières avec la Russie. Alors longtemps, il y a eu ce concept de finlandisation des pays frontaliers de la Russie, qui était très en vogue, particulièrement bien sûr chez les pro-Kremlin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit, de quoi l'on parle et où en est la Finlande aujourd'hui? La Finlande a obtenu son indépendance en 1917, puis s'est retrouvée à combattre l'Union soviétique pendant on appelle ça la guerre d'hiver, puis la guerre de continuation, donc dans les années 40. Euh, et contrairement à des États comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande a réussi à maintenir son intégrité territoriale, donc son indépendance. Sauf que cela s'est assorti d'une limitation quelque part de sa souveraineté, avec un alignement de sa politique extérieure sur celle de la Russie, donc l'Union soviétique à l'époque, son énorme voisin à l'Est, une neutralité forcée aussi, donc il était par exemple pas du tout question que la Finlande puisse pendant cette époque, avant que l'Union soviétique disparaisse, intégrer l'Union européenne. Elle l'a fait en 1994, donc après l'OTAN évidemment, il n'en était pas question du tout non plus. Et donc c'est quelque chose qui a été très très mal vécu par la très grosse majorité des Finlandais. Et c'est la raison pour laquelle les Finlandais aujourd'hui, le gouvernement finlandais, le président actuel Alexander Stubb, disent qu'il est absolument pas question d'accepter un modèle similaire pour l'Ukraine si jamais un cessez-le-feu était négocié, un accord de paix trouvé avec la Russie. Et donc aujourd'hui, on ne parle plus de concept de finlandisation. La Finlande est rentrée comme la Suède dans l'OTAN. Les Finlandais vivent avec une menace russe intensifiée à leurs frontières, cette gigantesque frontière de plus de 1 000 kilomètres. Est-ce que vous pouvez notamment nous parler de ces camps militaires qui se construisent, je crois, côté russe, près de la frontière? Et cette frontière, justement, il s'y passe quoi au quotidien? Il y a quel niveau de tension sur cette frontière? Il n'y a pas de menace militaire à l'heure actuelle dans la mesure où la plupart des soldats qui se trouvaient stationnés de l'autre côté de la frontière de la Finlande ont été envoyés en Ukraine. La plupart sont morts. Donc, les troupes sont quasiment inexistantes de l'autre côté de la frontière. Donc, cette menace militaire, elle n'est pas là, en tout cas pour le moment. Ceci dit, la frontière est ultra sécurisée. Actuellement, tous les postes de frontière sont fermés, donc c'est très très calme. La fermeture date de novembre 2023 et a été décidée par la Finlande après avoir reçu un certain nombre de migrants qui ont essayé de passer la frontière depuis la Russie avec l'aide des autorités russes, et ce qui a été vu comme une tentative manifeste de déstabilisation, d'instrumentalisation de l'immigration, donc de guerre hybride. Hein. Déjà en 2015, l'hiver 2015, pendant la crise des réfugiés en Europe, plus d'un millier de migrants étaient ainsi passés de la Russie en Finlande. Et à l'époque, le président, qui était Sauli Niinistö, avait appelé Vladimir Poutine pour lui dire que la Finlande avait compris ce qu'ils étaient en train de faire et il fallait que ça cesse immédiatement, ce qui d'ailleurs s'était produit à l'époque. Dernière question et en guise de conclusion, est-ce que vous diriez de là où vous nous parlez que ces pays du Nord, ils ont vraiment au fond une longueur d'avance sur l'Europe du Sud, et bien sûr on met la France dedans, sur la juste perception de la menace russe et sur la possibilité très concrète de la guerre à moyen long terme? Oui, je pense que ça fait absolument aucun doute et cela est dû à plusieurs facteurs. Donc, il y a le facteur géographique, on en parlait. Hein. Tous ces États sont riverains de la mer Baltique. La Russie l'est aussi via la péninsule de Kaliningrad. Donc, on a les bateaux de la flotte fantôme russe qui passent au large des côtes de tous ces pays. Historiquement aussi, il faut rappeler que la menace, eh ben, elle vient de l'Est. C'est des pays qui ont besoin d'alliances militaires pour pouvoir se défendre. Ils se sont d'ailleurs regroupés au sein d'une structure qui s'appelle le NB8, donc qui est le Nordic Baltic 8. C'est les 4 États nordiques, l'Islande, les États baltes, qui ont des rendez-vous de plus en plus fréquents, et des rendez-vous auxquels participe aussi désormais la Pologne. Les Nordiques sont très conscients de la menace que représente la Russie, directement, indirectement, et manifestent d'ailleurs un certain agacement à l'égard du reste de l'Europe qui semble avoir beaucoup de mal à se réveiller. On a entendu beaucoup sur la scène internationale la première ministre Mette Frederiksen, on voit le président
finlandais Alexander Stubb aussi, qui aimerait que ça bouge un peu plus vite. Réveiller l'Europe du Sud. Merci infiniment Anne-Françoise Hiver. Je rappelle que vous êtes journaliste et la correspondante du journal Le Monde dans cette région du nord de l'Europe. On retrouve bien sûr tous vos articles passionnants sur cette région du monde sur le site de nos confrères du Monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Comme toujours, vous retrouvez l'ensemble de nos vidéos sur arte.tv. Suivez-nous aussi sur YouTube et sur Instagram et abonnez-vous à notre newsletter évidemment. À bientôt.